écoutez Discount. Et les prix cassés, c'est tout bénef pour le consommateur. Mais que cache-t-il vraiment? Le réalisateur Frédéric Brunkel est parti en voyage dans toute l'Europe. Un road movie qui risque de changer votre vision du low cost. Ce qu'il a découvert chez les leaders de la vie moins chère, dévalorisation des salariés, heures sup gratuites, personnel sous surveillance. C'est cher payé, les prix bas. Nos vies Discount, tout de suite dans Infrarouge. Comment pourrait-on faire pour sortir de la crise? Comment pourrait-on faire pour consommer sans se priver? Il faudrait qu'on gagne plus. Il faudrait que les prix baissent, qu'on puisse acheter moins cher. Des prix cassés, sur tout et pour tous, ça serait un rêve, une utopie moderne. On pourrait se refaire une beauté chez un coiffeur pas cher. On pourrait se payer un joli voyage. On pourrait décorer l'appartement. On achèterait des fringues à la mode et on pourrait même se payer une nouvelle voiture. Finalement, ce rêve, c'est le discount qui nous l'offre. Avec ses bas prix, il nous promet le meilleur des mondes, celui de la consommation. Le discount serait-il le remède à la crise ? La voiture, symbole de notre liberté, est devenue à son tour discount. Une voiture neuve, au prix de l'occasion. Une chance qui donne envie de voyager. De filer à travers l'Europe au volant de ce petit miracle, la voiture à 5 000 €. Un long voyage de 8 000 km. Et sur la route, à chaque halte, l'occasion de célébrer le monde du discount. Le voyage commence par un détour vers l'Irlande pour aller à Dublin chez Ryanair, la compagnie aérienne championne du discount qui nous offre à tous de voyager pour pas cher. Dans les années 2000, pour faire chic, le discount a tenté de changer de nom, pour s'appeler le low cost. Du marketing, pour améliorer l'image des bas prix, pour lever nos dernières réticences, pour que nous consommions tous pas cher et sans complexe. La parole magique des publicitaires nous a ensorcelés. Mais derrière la pub, il s'agit toujours du discount. Ce petit immeuble basique de l'aéroport de Dublin, c'est le siège de Ryanair. Rien ne laisse deviner que la compagnie a transporté en 2011 75 millions de passagers, ni que Michael O'Leary, son PDG, est un des hommes les plus riches d'Irlande. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'ultralibéralisme. En revanche, je sais que nous avons inventé un nouveau concept de voyager en avion pour pas cher. Dans toute l'Europe, dans tous les pays où nous proposons des prix beaucoup plus bas, les gens abandonnent les anciennes compagnies aériennes pour voler avec nous.
Ce que nous faisons, c'est déjà vu dans d'autres secteurs, comme celui des supermarchés. Carrefour ou Tesco ont fait ce que Ryanair fait aujourd'hui dans le secteur de l'aviation commerciale. Ikea le fait dans l'ameublement, McDonald's le fait dans la restauration. Clairement, ce n'est pas un modèle propre à Ryanair. Mais dans toutes les industries, vous avez des coûts élevés, de l'inefficacité et un mauvais management. Vous pouvez avoir le même succès que celui que nous connaissons. Nous avons bouleversé l'histoire de l'aviation qui était très régulée depuis la Seconde Guerre mondiale par la Convention de Chicago. Les gouvernements protégeaient leurs compagnies nationales qui n'avaient pas le droit de se faire de la concurrence. C'était devenu une aberration qui a prévalu dans les années 50, 60, 70. Le prix des billets s'était envolé. Tout était encadré comme au Monopoly. Un Monopoly qui ne profitait qu'aux compagnies nationales. Aujourd'hui, dans tous les secteurs où il n'y a plus de régulation, la concurrence a remplacé le protectionnisme et vous avez de meilleurs prix et de meilleurs services. Et pour le consommateur, c'est mieux. Virginie était hôtesse de l'air pour Ryanair. Elle était basée à l'aéroport belge de Charleroi, mais avec un contrat de travail irlandais. Pour voler sur Ryanair, elle a financé de sa poche sa formation, 3 000 € payés à Crewlink, un sous-traitant de Ryanair. C'était une mauvaise surprise, parce que c'était un métier à la base, pas forcément chez Ryanair, mais c'est un métier de l'aviation, c'est un métier assez glamour, c'est un métier qui a quand même une bonne condition, il faut être honnête. C'est un métier avant, les hôtesses de Lufthansa, c'est elles qui ont fait l'histoire de l'aviation, qui ont fait le glamour qu'on connaissait, qu'on connaît encore dans d'autres compagnies. Mais et nous, ça nous a coupé les ailes, on va dire. Quand on se rend compte au fur et à mesure dans quoi on est, et que voilà, on a signé notre contrat, qu'on a investi quand même énormément d'argent, et que franchement c'est un taxi, et que là on est traité mais misérablement, là on déchante. On déchante. C'est mon contrat Crewlink, donc pour travailler dans les avions de Ryanair. Donc c'est un petit formulaire de 16 pages. Et voilà, où j'ai même pas mon adresse qui est marquée dessus, où j'ai juste mon petit numéro d'employé. Puis voilà, encore ici, c'est un petit point qui est assez agréable. C'est, ironiquement, c'est la zone de l'uniforme. Donc il est bien marqué dans le contrat que pendant la première année, on aura une déduction de 30 € par mois sur notre salaire pour payer notre uniforme. On représente la compagnie en portant cet uniforme, donc c'est à nous de l'entretenir dans le mieux de sa forme pour qu'il soit présentable en tout moment. On devait toujours être là 45 minutes avant le début du vol. Donc on se levait vers 3h30 du matin, le temps de se préparer, parce qu'on devait mettre l'uniforme, on devait bien faire les cheveux et tout le machin. Et puis quand on arrivait là-bas, 5h35, on faisait le briefing, donc on se présentait, parce qu'on ne volait pas toujours avec la même personne, même très rarement. Après ça, on allait à l'avion. À l'avion, on faisait toutes nos sécurités, on faisait toutes nos inspections d'avant-départ. Donc on devait bien regarder qu'on a des jets de sauvetage en dessous des sièges ou au-dessus. Enfin, on vérifiait, quoi. Mais on n'avait que quelques minutes, 5-10 minutes grand maximum pour le faire. Et pour 4 personnes pour regarder tout un avion, c'était pas beaucoup. Donc on courait généralement. Et après ça, on accueillait les passagers. Donc le plus vite possible, à la chaîne. Et c'était comme, on va dire, comme du bétail. Il fallait les parquer le plus vite parce qu'on n'avait que 25 minutes. Parce que plus de 25 minutes, ça coûte trop cher à Ryanair. Donc on se dépêchait. Ça, c'était pas payé.
Ça, c'était pas payé. Tout ce que je viens de vous expliquer, à partir du moment où on commence le briefing jusqu'au moment où on ferme les portes, c'est pas payé. On est payé juste pour le vol. C'est par exemple, si on fait 4 vols par jour, donc les 45 minutes avant le vol, on n'est pas payé, avec l'embarquement et autres. Si c'est un vol d'1h20, on sera payé 1h20. Les 25 minutes à la suite, où on désembarque, c'est le moment où on travaille le plus aussi. Là, on n'est pas payé, et ainsi de suite. C'est juste quand on est en l'air, quoi. Quand les roues ne touchent plus le sol, là, on est payé. Donc c'est 16,20 € par heure, donc brut. Et on avait une commission sur la vente. Donc on était vraiment poussé à vendre. On devait même s'expliquer en fin de journée, de dire pourquoi est-ce qu'on n'avait pas vendu des cartes de téléphone. On devait l'expliquer à notre chef de la base, nous demander ça. Donc voilà, donc on avait 2,5% par personne. Donc il fallait pour faire un bar de 1 000 € pour avoir 25 € de commission. Et encore, on ne sait pas comment c'était calculé. Tout ce qu'on voyait, c'était sur notre fiche de paye, un petit extra, quoi. Dans notre société de consommation moderne, le gaspillage est enfin concurrencé. C'est pourquoi Ikea ou Carrefour réussissent si bien. C'est pour cela que le prix des voitures a baissé. Elles étaient très chères et sont devenues bon marché. L'évolution est la même pour le transport aérien. Les gens ne sont plus prêts à se faire dépouiller par les compagnies aériennes contrôlées par les États qui maintiennent avec des pratiques aberrantes la gabegie des compagnies nationales. Pas de chômage, pas de retraite, rien. Rien avec eux, non. Non, c'est juste... on signe le contrat, on travaille, on est payé. Et on travaille pas, on n'est pas payé, quoi. C'est tout, il n'y avait pas de juste milieu. C'était tout, rien, là, c'était plus du côté rien. Je suis restée 2 ans et 3 mois. Ouais. J'étais dans les normes, ironiquement. Mais non, on reste pas longtemps. Yann était commandant de bord. Il pilotait pour Ryanair un Boeing 737. Il a démissionné il y a 2 ans. Quand j'ai commencé à voler pour des compagnies commerciales, c'était un tout autre job, un autre monde. On s'occupait de nous, on avait des cotisations pour la retraite, les compagnies payaient nos formations, nos uniformes, nos arrêts maladie. On prenait soin de nous et c'était un bon environnement de travail. Chez Ryanair, chaque année, ils nous retirent quelque chose, ils renégocient les contrats. C'est une descente permanente, une spirale vers le bas. Ils nous rajoutent sans cesse de nouveaux règlements et c'est devenu un travail très difficile. Et plus tu vieillis, moins tu peux le supporter. À la fin, je n'étais pas mécontent de démissionner. Il y a 15 ans, être pilote de ligne était un boulot prestigieux, avec une casquette et des galons dorés, ici et là. En fait, c'est juste un job de chauffeur de taxi. Bon, mais un chauffeur de taxi rend des services très utiles à son client. Les pilotes doivent comprendre qu'ils sont là pour servir nos clients, faire voler les avions et les faire arriver à l'heure. L'idée de passer son temps à faire la grève parce que vous n'êtes pas content, c'est dépassé. Nous sommes là pour procurer un service et si nous ne le faisons pas correctement, nous méritons de perdre notre emploi. Si vous êtes trop souvent malade, ils n'aiment pas cela. Ils vous appellent, ils vous convoquent. Et ils menacent de vous déplacer sur une autre base. Les gens sont très angoissés à l'idée que ça leur arrive. Alors parfois, ils volent alors qu'ils ne sont pas aptes. Il y a une culture de l'intimidation.
Et ça à tous les niveaux chez Ryanair. Ça va du cadre exécutif au cadre moyen, puis du cadre moyen vers les cadres débutants comme sont souvent les superviseurs des équipages. En fait, il y a une atmosphère de peur. Tous les jours, on avait des scènes d'intimidation, du harcèlement ou des menaces, pratiquement tous les jours. Les gens finissent par être complètement terrorisés à la pensée que la moindre erreur puisse leur coûter leur travail. Ryanair est une machine à profit. Ses bénéfices ont augmenté de 25% en 2011, 503 millions d'euros nets après impôt. Une machine opaque qu'un homme surveille depuis des années, le président de l'association des pilotes irlandais, le commandant Ewan McCullen. Certaines de leurs pratiques d'embauche sont uniques dans l'aviation commerciale. Sur leurs 2600 pilotes qui font voler leurs avions, nous estimons que 1800 ne sont pas directement employés par Ryanair. Ils sont employés par des agences extérieures, essentiellement par une agence qui s'appelle Brookfield. Ils demandent aux pilotes de monter leur propre entreprise, soit seuls, soit en s'associant avec d'autres pilotes. Et ensuite, ils se louent à Brookfield, qui les sous-traite à Ryanair. Nous faisons ça parce que c'est pratique pour nous d'avoir une majorité de pilotes maison et une importante minorité de pilotes sous contrat extérieur. Cela permet d'éviter les syndicats chez Ryanair. Comme ça, ils ne peuvent pas nous menacer de confisquer nos travailleurs parce que de toute façon, nos pilotes sous contrat n'arrêteront pas de voler. Avec ce système, nous gardons un équilibre entre le personnel employé directement par Ryanair et les autres. Et nous ne sommes pas sous la menace d'une grève générale, et ça fonctionne très bien. Cela permet à Ryanair de ne pas payer de cotisations sociales sur ses employés. En Irlande, un patron doit payer 10,75% du salaire brut pour la sécurité sociale et pour les retraites. Avec leur système, Ryanair se dispense de payer des charges pour la majorité de ses pilotes. Et en Belgique, ce type de charge qu'ils devraient payer pour les équipages atteint 35%. Ryanair, en ne salariant pas directement tous ses pilotes européens, fait des économies substantielles. Est-ce que l'ancien modèle a peur de notre business model? Oh oui, absolument. C'est pour ça qu'Air France passe tout son temps à convaincre le gouvernement français de prendre de nouvelles lois pour protéger la compagnie de la concurrence. C'est pour cela que la Commission européenne passe son temps à approuver les rachats de compagnies conclus par Air France et bloque celles que nous voulons réaliser avec Aer Lingus. Les transporteurs aériens, Air France, Lufthansa, British Airways ont un énorme pouvoir politique. Mais ils continuent à perdre des passagers au profit de Ryanair. Leur influence n'y peut rien. Car automatiquement, si tu donnes aux consommateurs ce qu'ils désirent, des billets pas chers et des vols à l'heure, tu gagnes. Et Air France le sait. C'est pour ça qu'on voit des compagnies nationales essayer de monter des compagnies discount. Mais elles feront faillite. Car pour qu'elles fonctionnent, il faudrait que des compagnies traditionnelles disparaissent. Ne pas payer les charges sociales donne un avantage considérable à Ryanair. Quand vous leur achetez un billet très bon marché, automatiquement, quelqu'un d'autre paye pour le versant social de la facture. Si ce n'est pas vous qui payez ce jour-là, ce sera vous, avec vos impôts, ou ce seront vos enfants, avec leurs impôts. De toute façon, il faudra bien régler l'addition pour Ryanair. Je ne pense pas que le modèle de Ryanair puisse être appliqué à toutes les compagnies aériennes. Si cela arrivait, notre système social entier ferait faillite, car aucune entreprise ne paierait plus de cotisations. Dans
Dans le discount version Michael O'Leary, il n'y a pas de syndicat. Le droit du travail est réduit à sa plus simple expression et les salariés se sentent dévalorisés. Le voyage dans l'Europe du discount continue, avec des kilomètres devant nous. Le monde du transport, avec ses milliers de camions, a pris possession des autoroutes. Un transit non-stop de produits venus du monde entier. Beaucoup iront approvisionner les discounters pour que nous profitions tous de ce grand balai des marchandises. En France, pour accroître notre pouvoir d'achat, la loi de modernisation de l'économie, la LME, a libéré la construction des supermarchés hard discount. Depuis le vote de cette loi en 2008, ces enseignes ouvrent tous les mois de nouveaux magasins. La distribution hard discount est une armée aux couleurs criardes emmenée par deux leaders européens venus d'Allemagne, Lidl et Aldi, deux concurrents, deux frères siamois qui ne dévoilent jamais l'envers de leur décor et qui ont construit des empires. Jean-Philippe est le chef d'un magasin Aldi dans la région de Nancy. La clé, c'est les frais de personnel et le personnel. C'est moins on aura de frais de personnel, plus on va faire des prix bas et plus on va sortir de marge. Quand je travaille, on travaille en général à 2 personnes dans la journée. Je peux aussi bien nettoyer le parking, nettoyer le magasin, m'occuper des caisses, réceptionner le camion. Je fais la comptabilité, je m'occupe des horaires du personnel, de la formation du personnel. Donc je peux faire aussi le vigile. Parce que dès qu'on a un problème avec un client qui a un vol, c'est à nous d'aller voir le client et de faire le nécessaire, d'appeler la police. Donc c'est vrai que tout au long de la journée, j'ai énormément de tâches différentes. Les chefs de magasin sont contrôlés par des responsables de secteur. C'était le métier de Michael avant qu'il ne quitte Aldi il y a 3 ans. Dans les phrases qui marquent chez Aldi, on a plusieurs phrases. La première phrase qu'on entend, c'est vous n'êtes pas là pour réfléchir, vous êtes là pour appliquer. La procédure a déjà réfléchi pour vous, hein, c'est ce que ça veut dire, hein, donc appliquez, ne réfléchissez pas. Et puis vous avez une deuxième phrase qui est digne des plus grandes armées, c'est ici on se soumet ou on se démet. Ça définit le cadre managérial dans lequel vous êtes également. On est sur du taylorisme, du fordisme, quelqu'un qui va se déplacer dans le magasin et qui va aller jusqu'en réserve ou qui va revenir dans la réserve jusque sur la surface de vente sans rien porter en main, c'est quelqu'un déjà qui est en défaut. Parce qu'il aurait pu optimiser son aller-retour en emportant dans un sens des cartons vides et de l'autre du réassort pour le rayon. Ça, c'est un exemple qui s'applique sur tout. On a 53 points à respecter par rapport au contrat de travail, plus différents points qu'on nous demande d'appliquer. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'autonomie d'un responsable de magasin, on n'en a pas, parce que tout est préétabli à l'avance et tout est minuté en fait. C'est de l'usinage. Si la pièce, elle ne tient pas à la vitesse à laquelle on lui demande de tourner, c'est qu'elle n'est pas faite pour ça. Donc on va être amené à la changer. Le hard discount fragilise le salarié pour lui faire accepter la disparition totale de son autonomie. Il le formate pour l'adapter à son monde qui impose jusqu'à la place de la papeterie sur les bureaux des chefs de magasin. Sur l'étagère, en position 2A, le calendrier. En 2B, la calculatrice. En 2E, la perforatrice. En 2F, le dévidoir de scotch. Sous le bureau, dans le tiroir gauche, en position 3, la gomme, les crayons et les ciseaux. Il y a aussi un contrôle sac qui doit être fait. C'est-à-dire que la salariée, en quittant son poste le soir ou dans la journée, doit nous montrer son sac
pour voir s'il n'y a pas des produits qui ont été dérobés. Et de même, ça arrive plusieurs fois dans le mois, le responsable de secteur vient à la fermeture du magasin sans prévenir et nous demande d'ouvrir nos sacs si on en a et d'ouvrir nos coffres de voiture pour voir s'il n'y a pas des produits qui ont été dérobés. Donc c'est des contrôles permanents pour mettre toujours la pression sur les gens. Alinéa 34. Avez-vous l'impression qu'une caissière vit au-dessus de ses moyens? Alinéa 35. Chaque caissière est-elle régulièrement avisée qu'il n'est pas permis de servir la famille? Alinéa 37. Y a-t-il des caissières qui vont plusieurs fois aux toilettes pendant leur travail? La confiance vers le bas, elle n'existe pas, hein, mais vers le haut, elle n'existe absolument pas. Parce que pour pouvoir donner confiance, inspirer confiance, il faut faire montre aussi d'un petit peu d'intégrité. Et les tyrans de la société, vous en trouvez à tous les échelons. Vous trouvez des responsables de magasins qui sont des tyrans avec leurs équipes. Vous trouvez des assistantes qui sont des tyrans avec leurs caissières. Et vous trouvez des responsables de secteur qui sont des tyrans avec leurs responsables de magasins. Dans la région de Metz, les salariés d'Aldi ont la chance d'avoir des délégués syndicaux combatifs qui les aident. Pour cette seule région, des dizaines de procédures de licenciement sont contestées tous les ans devant les tribunaux des prud'hommes. Au niveau national, en 2012, l'URSSAF a demandé à Aldi de payer un redressement de cotisation de sécurité sociale de 5,5 millions d'euros, une somme due pour travail dissimulé. La grande difficulté à laquelle on est confronté chez Aldi, c'est qu'on est face à un pouvoir disciplinaire de la direction de cette entreprise, pouvoir disciplinaire qui est dévoyé, qui est utilisé, et ça on peut en juger au bout d'une dizaine d'années de pratique des dossiers de défense des salariés devant le Conseil des prud'hommes de Metz notamment et ailleurs. Le pouvoir disciplinaire est détourné de ses fins dans le but de créer un climat de peur, d'angoisse ou d'incertitude chez le salarié. On n'est pas là dans du coup par coup ou d'une erreur d'un supérieur hiérarchique, mais véritablement dans un processus qui est pensé et réfléchi comme étant une stratégie de management. On a l'impression très forte que l'entreprise est insensible aux condamnations individuelles qui sont prononcées contre elle. Le but étant finalement d'individualiser le plus possible les relations de travail, d'éviter que se nouent des relations collectives. Et c'est là qu'on percute de plein fouet la représentation du personnel dans l'entreprise et la dimension collective de la relation de travail dans cette entreprise. Cette pression disciplinaire sur les salariés a pour but d'isoler les salariés, évidemment, par ce management, par la crainte et voire la peur, qui a conduit de nombreux salariés soit à quitter l'entreprise, soit à des dépressions, et pour certaines très graves. Je sais pas si les gens, si une boîte de petits pois moins chère dans un magasin comme ça par rapport à un autre magasin, ça vaut... Si le prix à payer, c'est ce qu'ils nous font subir, quoi. C'est cher les prix bas. C'est de la sueur, c'est du labeur, des larmes, du mal-être. C'est cher. Un salarié hard discount va déplacer
en moyenne par jour au minimum 5 tonnes de marchandises. Donc quand on a ça en tête, on comprend un peu mieux pourquoi de toute façon par définition le salarié est comme ce qu'il vend un produit, un matériel avec une date de péremption. À la direction d'Aldi, personne n'a voulu nous parler. Pourquoi le discount est-il un monde si secret? Cap sur l'Allemagne, avec une étape à Berlin. À quelques heures de l'arrivée, des kilomètres de sillons dans la lumière du petit matin. Un immense champ d'asperges. 600 travailleurs saisonniers, polonais et roumains, viendront bientôt les récolter. Ils seront payés au rendement, de la main à la main, comme du travail au noir, mais en toute légalité. C'est en Allemagne que le hard discount a été inventé. Et aujourd'hui, dans certains secteurs, pour gagner la course au prix bas, ne plus payer pour la sécu et les caisses de retraite est devenu légal. Les inventeurs du hard discount sont deux frères, deux invisibles, Karl et Theo Albrecht, les fondateurs d'Aldi. Al pour Albrecht et Di pour discount. Avec leur épicerie, ils sont devenus les hommes les plus riches d'Allemagne, les plus riches du monde. À eux deux, leur fortune est équivalente à celle de Bill Gates avec ses ordinateurs et le double de celle de Lakshmi Mittal avec ses aciéries. Les deux milliardaires se sont cachés toute leur vie. Ils n'ont jamais accordé d'interview et il existe même très peu de photos d'eux. Rares sont ceux qui ont brisé la loi du silence qu'ils imposaient. Eberhard Fettke était leur directeur commercial, un de ces hommes qui ont aidé les frères à construire leur empire. Aujourd'hui, il est avocat et il vient d'écrire l'histoire d'Aldi. L'idée était de comprendre ce dont une famille a besoin au quotidien. Non pas pour vivre, mais pour survivre. Que faut-il apporter à une pauvre veuve de guerre avec sa petite pension ou à une femme de soldat pour qu'elle s'en sorte? L'idée de départ était bien de subvenir aux besoins de première nécessité. Les deux frères étaient tous les deux des prisonniers de guerre. Quand ils ont été libérés, l'Allemagne était détruite. Leurs parents étaient très modestes. Leur mère possédait une toute petite épicerie de 35 mètres carrés qui ne pouvait pas les faire vivre. Alors, ils ont construit un magasin plus grand, et l'un des deux a eu cette idée inspirée de la guerre qu'il fallait subvenir aux besoins de la masse. L'approvisionnement avait été un des éléments clés de la stratégie militaire. Il avait fallu tout organiser, avec des moyens simples de transport et un système de consommation primaire. Il faut comprendre que l'idée du discount, même si on la connaissait déjà aux États-Unis, a beaucoup de similitudes avec l'approvisionnement de la troupe. Leurs collaborateurs aussi devaient être formatés. Ils devaient être modestes dans leur façon d'être. Des travailleurs sans besoin de reconnaissance, ni rêve de pouvoir. Leur relation familiale était bien définie. Ils devaient être mariés, vivre de manière stable, avoir un lieu de vie fixe, des enfants, une vie sociale étriquée. Aujourd'hui, on ne verrait qu'une caricature. Comment sont-ils devenus si riches? Ils avaient inventé une machine à faire du cash, un modèle accepté par les clients. Tout le stock était vendu en 7-8 jours. Mais on ne le payait que 15 jours après, et avec 2% de rabais. Cela voulait dire que je vendais les marchandises facilement 2 fois, avant de ne les payer qu'une seule fois. Nous n'avions aucun problème de trésorerie. Ce n'était que des mouvements de cash, de liquide, et rien ne se payait par chèque ou par carte, que du liquide. La réserve d'argent était énorme. Moi, tous les jours, j'avais plus d'1 million en liquide dans les mains. Tous les soirs, à la fin de la journée, nous n'avions que 2 grands problèmes.
Où nous approvisionner en marchandises et que faire avec tout cet argent? Les frères Aldi, les frères Albrecht ont toujours été les numéros 1. Récemment, ils ont été rejoints par M. Schwarz qui dirige Lidl. Et d'autres discounters grimpent dans la liste des Allemands les plus riches. Cela doit nous faire réfléchir un instant. S'il y a des profits si énormes à faire dans le commerce de détail, alors que les employés de ce secteur travaillent dans des situations précaires, avec des bas salaires, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre société. Beaucoup de gens disent en Allemagne que les discounters sont une bénédiction pour les pauvres gens. Car les pauvres ont besoin de ces prix bas pour survivre. C'est une vision. Moi, j'en propose une autre, à l'opposé. Il y a des gens pauvres car nous avons une culture du discount. Parce que le discount n'offre que des emplois précaires et des bas salaires, nous avons constaté qu'il fait baisser notre niveau de vie, et ce depuis des années. Je pense que cette mentalité discount développe la pauvreté. Nous devons réfléchir un instant et nous interroger si nous ne sommes pas entraînés dans un cercle vicieux. Leur pouvoir a eu l'évolution suivante. Pour qu'ils puissent acheter toujours moins cher, ils ont évincé les distributeurs de taille moyenne, ce qui a eu pour conséquence que 90% de la distribution alimentaire est maintenant possédée par 5 chaînes de discount. Et cette course permanente au prix bas s'est faite avec l'assentiment des consommateurs qui vont naturellement acheter là où c'est le moins cher. Et pendant ces dernières 10 à 20 années, nous avons vu en Allemagne, comme dans tous les autres pays, qu'avec l'ultralibéralisme, toutes les valeurs auxquelles on se référait auparavant ont été, si ce n'est détruites, en tout cas mises de côté. Le profit est devenu le but ultime. Dans le modèle des discounters, il y a une incohérence. Les consommateurs souhaitent acheter à prix bas et en même temps, ils veulent avoir de bonnes conditions de travail. La société vit aujourd'hui avec ce paradoxe. On dit de ce pays, l'Allemagne, qu'il est le meilleur d'entre nous. Pour répondre aux besoins permanents de main-d'œuvre bon marché, il a inventé les mini-jobs à 400 € par mois. Et pour faire baisser les minima sociaux, il a recalculé le panier de la ménagère sur les prix du hard discount. 6 millions de travailleurs y vivent sous le seuil de pauvreté. L'Allemagne, en overdose, commence à déchanter. Ce n'est pas ici que nous trouverons le paradis discount. Il faut aller plus loin, voir un pays où tout est discount. Encore 1000 km et ce sera la Roumanie, l'arrivée à Bucarest. Le pays est un Eldorado pour tous ceux qui souhaitent casser les prix. On y trouve un réservoir inépuisable de main-d'œuvre à prix défiant toute concurrence.
Une multinationale américaine de la viande a saisi l'aubaine à Timișoara, dans l'ouest de la Roumanie. Smithfield Food Incorporated casse les prix du porc dans le monde entier et ici elle veut produire dans des élevages ultra-modernes 4 millions de cochons par an. De la viande discount pour les consommateurs au grand profit des actionnaires de ce géant qui possède les marques françaises Justin Bridou, Cochonou et Aoste. Dans ces plaines sans fin, une quarantaine de porcheries industrielles. Des bastions dans lesquels on ne rentre pas et on ne filme pas non plus. Restent leurs cuves à lisier, bien visibles, elles, avec leur taille de citerne de pétrole. Smithfield est arrivé ici il y a 5 ans. Ils ont acheté 8 hectares de ces terres, derrière moi, un particulier. Leur installation n'a absolument pas profité à la commune. Et ils n'ont embauché que 4 personnes du village. C'est vraiment très peu. Leur équipement est tellement moderne, tellement technologique, qu'ils n'ont absolument pas besoin de main-d'œuvre. En ce qui concerne les nuisances, nous sommes servis. Il y a d'abord la gêne, due à l'odeur, et puis l'été, c'est les mouches. Vous n'imaginez pas le nombre de mouches qui partent d'ici. Mais le pire, et les gens l'ignorent parce que ici, les gens sont simples, c'est que chaque exploitation doit, selon ses capacités de production, ou on devrait plutôt dire selon la quantité de déjection de leurs cochons, avoir des champs tout autour de l'exploitation pour épandre les tonnes de lisier, pour ne pas avoir à les transporter trop loin. C'est comme ça qu'ils enfouissent leur merde ici tout autour. Dans notre village, presque tout le monde puise l'eau de sa maison et son eau potable dans des forages individuels, d'environ 30-35 mètres de profondeur. L'eau des derniers puits qui ont été forés ici ces dernières années, elle a vraiment le goût et l'odeur si particulière des déjections de Smithfield. Heureusement, moi j'ai la chance d'être tombé sur une nappe phréatique de qualité, qui n'a pas été trop touchée. Mes voisins qui ont foré leur puits après 2000, de 2005 à 2008, ils ne peuvent plus utiliser leur eau. Du coup, ils viennent chercher l'eau potable ici, à ma fontaine. L'implantation de Smithfield dans la région de Timișoara a fait disparaître en 3 ans pratiquement tous les élevages traditionnels de cochons de toute la Roumanie. La vie discount, c'est aussi celle des ouvriers de l'usine Dacia, à 110 km de Bucarest. 16 000 ouvriers font les 3-8 et assemblent les voitures discount. Renault a recyclé ici ses anciennes chaînes de montage, celles qui servaient en France du temps où les ouvriers des usines de Boulogne coûtaient moins cher que les robots. Le discount ne dépense ni pour la recherche, ni pour le développement. Il réplique, il copie, il organise, mais il n'améliore pas. 400 000 voitures sortent de l'usine chaque année. L'aventure Dacia pour Renault est un succès mondial. La marque française a ouvert d'autres usines en Russie, en Colombie, au Brésil, en Iran et la toute dernière au Maroc où les ouvriers sont encore moins chers que les Roumains.
Mioveni, la petite ville ouvrière au pied de la colline, n'a pas beaucoup changé depuis le communisme. La reprise de l'usine Dacia par Renault l'a sauvée de la faillite, mais pas pour apporter la richesse. Les salaires des ouvriers calculés au plus serré leur permettent tout juste de vivre. Cataline travaille comme ouvrier qualifié au département du dessin industriel. Un ouvrier de l'automobile en France, ça gagne à peu près 2000 euros, 1600, 1800, je ne sais pas exactement. Moi, après 23 ans d'ancienneté, j'en gagne 400. Cataline vit dans la petite maison de ses parents, construite sur un terrain à la périphérie de la ville ouvrière. Nous sommes 3 dans la famille, avec ma femme et mon fils. Et c'est moi qui m'occupe des courses. Je les fais toutes les semaines avec Léonard, mon fils, qui a 14 ans. Et à chaque fois, j'en ai pour 60 euros. C'est ce que ça coûte. Pour le petit déjeuner, le déjeuner de l'école et le dîner pour tous les 3 pendant une semaine. Et ça revient très cher. C'est le prix. Mais tu ne peux pas vivre sans consommer non plus. Je ne peux pas sincèrement l'appeler un pays low cost. Qu'est-ce que ça veut dire le mot low cost ? Ça veut dire bon marché? Est-ce qu'on peut cataloguer un pays comme ça, le montrer du doigt en disant qu'il est un pays bon marché? Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, c'est insultant. Parce que la vie est difficile ici. C'est plus dur, peut-être un peu plus dur que dans d'autres pays. C'est vrai que les salaires sont bas ici. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des professionnels. Des professionnels qui savent fabriquer des voitures depuis des dizaines d'années. Alors c'est vrai, nous n'atteignons pas la qualité et les performances des marques de voitures assemblées à l'ouest ou de l'autre côté de l'océan. Mais par rapport au Maroc ou à d'autres, nous sommes des professionnels, des vrais pros. Vous savez, la qualité dit tout. Nous sommes une usine avec de vrais salariés, de vrais professionnels qui savent faire le travail et qui le font très bien. C'est quoi cette peinture discount sur la Logan? C'est pour quoi faire? Vous la vendez en promo, votre voiture? Vous la faites à combien? Elle est de combien la réduction? Un bon conseil, le moins cher vous la vendrez, mieux ce sera. L'année dernière, j'ai déposé pour ma femme des CV tous les jours à l'usine, pendant 2 mois et demi. L'année d'avant, j'avais fait pareil, tous les matins pendant 3 mois et demi. Je les laissais au vigile, au portail de l'usine. Ma femme n'a jamais été appelée, jamais un entretien. À Mioveni, dans la ville d'Assia, un nouveau supermarché a ouvert. Cataline abandonne au hard discounter allemand 60% de son salaire pour sa simple consommation de base. Sur le voyage de retour, des carcasses d'usines abandonnées jalonnent la route. Dans ces ruines, des familles s'acharnent à survivre sur les vestiges d'une économie révolue. Le discount est une illusion.
Il nous fait croire qu'il est là pour nous sauver. Mais c'est une machine infernale qui déclasse ses salariés, profite des budgets des États, formate les esprits. En fait, il est un cercle vicieux qui alimente la crise et ne crée pas d'emplois. N'oublions pas que le discount est né de l'économie de guerre et qu'il est l'avatar de la pénurie, pas un modèle de croissance qui nous permettrait de repartir. S'il s'étend, s'il devient l'unique réponse à la crise, alors ce seront toutes nos vies qui pourraient devenir discount.